Madame Mona Magdaleni, vous êtes proviseure, enseignante, membre de plusieurs comités chargés du théâtre, chargés de la culture au sein des écoles catholiques d'Alexandrie et de Beheira. Vous êtes aussi membre du gouvernement parallèle, le gouvernement des femmes, une nouvelle initiative qui met en relief l'émancipation de la femme et qui rend service à la société à partir d'une perspective très féminine et très féministe. Et aussi, vous êtes membre d'une commission chargée des droits des employés et de la formation des employés. Donc, il y a beaucoup à dire, beaucoup à découvrir. Commençons tout de suite par votre formation. Ma formation dans le domaine de l'enseignement a commencé en 2000, quand, par pur hasard, j'ai changé de carrière. J'étais plus dans la carrière de la gestion, bien que mes études universitaires étaient la langue française dans la faculté de lettres, section de langue française et littérature française. Mais j'avais préféré le domaine de la gestion et j'ai fait 4 ans de travail dans une entreprise multinationale. Pur hasard, j'ai eu un appel de la part d'une des religieuses de mon établissement pour me demander de remplacer une amie qui était professeure. Et en fait, pour rendre service, je me suis donnée pendant un moment entre deux entreprises pour remplacer mon amie. Un remplacement pendant l'été, pendant un mois, et puis encore un appel pour remplacer la même amie pendant une année. Elle a demandé une année sabbatique. Et je suis tombée complètement amoureuse du métier de l'enseignement. J'ai découvert que vraiment, ce n'est pas un métier, mais c'est une passion. Et c'est là que l'histoire a commencé. Directement, j'ai commencé la formation proposée par l'Institut français à Alexandrie. C'était une formation pour les professeurs récemment embauchés, une formation sur 2 ans. Formation variée dans plusieurs domaines dans la vie scolaire. Et entre-temps, je ne ratais vraiment aucune formation proposée par le secrétariat général des écoles catholiques, par l'Institut français, n'importe quel partenariat avec des organismes autour de l'école. Là-dessus, la formation avançait avec cette passion d'enseignement. Et la vérité, je peux dire que la vraie formation se passe au sein de la classe. Parce que on peut entasser des livres, on peut passer des nuits blanches à lire, mais c'est la pratique auprès des êtres humains que sont les élèves qui est la vraie formation. Vous avez commencé donc par une carrière d'enseignante et puis vous êtes devenue par la suite proviseur. Est-ce que vous faites peur aux élèves et est-ce que vous-même vous avez peur de gérer tout un établissement aussi important? En fait, ça fait peur à moi-même avant que ça ne fasse peur aux élèves. Parce que cette transition était vraiment surprenante pour moi. Je ne m'attendais pas à ça, je ne rêvais pas à ça, ça ne faisait pas partie de mes rêves, parce que mes rêves étaient bâtis autour de la bonne performance au sein de la classe, la bonne performance au sein d'une activité, au sein d'une nouvelle idée innovante. Mais directrice, proviseur, pour moi le travail administratif un peu risquait de me retourner à la case début de ma carrière, la gestion. J'ai hésité et la vérité je le dois à la sœur supérieure de l'école à ce moment-là, en 2012, qui est actuellement la supérieure générale de la congrégation à Paris. Et je me suis exprimée spontanément et ouvertement autour de mes craintes. Je ne voulais pas diriger des dossiers et des papiers, mais pour rester vraiment dans cette passion-là que j'ai ressentie à l'école, j'ai dit, moi j'aime bien ce que je fais dans les classes et je n'aimerais pas m'y éloigner puisque je serai proviseur. La réponse était favorable. Reste Mona dans ta classe, mais ça va être une classe au lieu de 2 parce que tu n'auras pas le temps. Et la sœur était convaincue que diriger l'école tout en gardant une classe,
ça veut dire toucher de près les aspirations des jeunes, leurs craintes, leurs besoins, et savoir les gérer et gérer la situation après. Deuxième crainte, je me suis dit, et j'ai dit à la sœur, en fait, je ne fais pas un peu le profil du proviseur traditionnel, parce que je fais du théâtre. Et théâtre, ça veut dire sortir du commun, ça veut dire s'exprimer, ça veut dire hausser la voix, ça veut dire courir, trouver des textes, ça veut dire pousser des cris et aider les jeunes à s'exprimer. Un peu loin des traditions et des règles sur les rails du chemin de fer. La réponse était encore plus favorable parce que c'était aucun problème contre cette activité. Donc allez-y, garde ton activité et garde cette construction que tu assures pour les jeunes et aucune contradiction avec le métier de proviseur. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à voir cette tâche, et je ne dirais pas poste, de proviseur comme étant une suite à cette passion. Parce que ce que je fais dans ma classe, dans ce cercle d'élèves de la promotion, je pourrais l'ouvrir et l'épanouir au niveau de l'établissement. Et je m'étais promise quelque chose. Si je n'arrivais pas à faire cette ouverture comme prévu dans mon rêve, j'arrête et je reprends ma tâche d'enseignante. Jusque-là, l'ouverture se fait. Dès que je n'ai plus rien à faire, je reprends ma classe simplement parce que c'est là où ça va devenir apeurant, le poste. Mais jusque-là, c'est faire avec les palpitations, les battements de cœur de la jeunesse et leurs aspirations et leurs rêves. Vous me dites là est passionnant parce que c'est nouveau de voir un proviseur laïque au sein d'une école religieuse et en même temps les écoles religieuses classiques avaient leur idée, leur idéologie tout à fait classique. Là c'est un changement d'idéologie. Et justement, le fait d'être présente dans les classes fait que vous ressentez, vous êtes plus proche des élèves, n'est-ce pas? C'est pas aussi classique qu'autrefois. Et peut-être autrefois, c'était pas classique pour le moment même. Donc, c'était tout à fait adéquat avec l'époque. Maintenant, avec l'évolution, ça évolue. Et ça, il faut le noter, le marquer et y jeter de la lumière parce que les écoles religieuses gardent toujours leur qualité d'éducation tout en faisant évoluer la qualité de l'enseignement. Donc ça reste vraiment un lieu où on donne une éducation, discipline, conduite. Je vais mettre entre guillemets ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça reste, mais tout en sortant du traditionnel d'autrefois. Donc la participation aux activités parascolaires, le genre d'activité scolaire, si on ne chatouille pas les horizons des élèves, on échoue. Pas seulement on échoue dans cette découverte de leurs compétences, mais on échoue dans le fait de les impliquer dans l'opération pédagogique. C'est normal. Et puis maintenant, on est dans l'ère de cette reconnaissance des compétences. Pas toutes les élèves doivent être les premières de la classe.
parce que être première de la classe, ça veut dire noter l'élève sur ses compétences de par cœur, d'amour de la discipline, de savoir gérer son temps pour avoir une note. Mais à côté de ça, en 2016, on a les compétences artistiques d'art plastique, on a les compétences artistiques de danse, on a les compétences littéraires d'écriture, de déclamer des poèmes. Donc avec ça, l'élève se sent présente. Et là-dessus, si on ne découvre pas et on n'aide pas l'élève à découvrir ses propres compétences dans ses 14-15 ans à l'école, on ne fait pas notre métier ou notre mission ou notre passion. Est-ce que les problèmes qu'affrontait le corps professoral autrefois sont les mêmes, comme les problèmes d'aujourd'hui? Est-ce que les problèmes d'autrefois diffèrent des problèmes d'aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Les problèmes, et là, je peux raconter ma propre expérience, parce que j'ai été nommée proviseur de l'établissement en 2012-2013. Ça veut dire 1 an après la Révolution. Et là, je peux vous dire que rien à voir avec les problèmes de ma maman quand j'étais élève à l'école. Parce que là, les problèmes étaient uniquement discuter les notes et voir pourquoi ma fille a eu cette note, pourrais-je voir la feuille d'examen, ou la réaction du prof n'a pas été un peu exagérée, mais tout en respectant les limites entre parents et professeurs. Actuellement, les parents se permettent de tout, même de la discussion de la répartition des notes d'un examen de langue qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, un simple exemple. Il y a les problèmes qui concernent aussi les élèves, parce qu'on est dans cette ouverture technologique de médias sociaux. Je suis dans la mesure où je dois résoudre des fois des problèmes qui concernent le réseau social Facebook. Parce que la page d'une de nos élèves a été piratée. Là-dessus, ça envoie des messages qui ne sont pas les siens. Là-dessus, j'ai eu des plaintes de parents d'élèves, de camarades de classe, pas seulement de l'établissement, mais d'ailleurs, pour voir, mais la fille, comment elle fait ça? Et puis, une petite enquête débouche sur le fait que la page a été piratée. Et là, quelles sont les mesures à prendre? C'est une sensibilisation auprès des élèves dans leur classe. Attention, changez vos mots de passe, et si jamais la page est piratée ou le mail est piraté, n'hésitez pas à le faire savoir auprès de vos amis de Facebook pour que l'on bloque le contact avec vous. Voilà par exemple un problème qui prend combien d'heures d'études, de solutions. Moi, je ne me voyais pas résoudre ce genre de problème. Mais c'est les exigences donc de l'époque. Voilà, entre technologie, entre caractère d'élève actuel qui est libre, élancé, qui veut bien se faire respecter les limites, là, il faut voir autrement comment avoir affaire avec les élèves. Avec des parents qu'on veut partenaires et pas parties opposées, il faut voir comment gérer la situation. Donc, les problèmes ne sont pas les mêmes et la gestion des problèmes, la gestion des crises, la gestion des imprévus ne sont vraiment pas les mêmes. Gérer, par exemple, le problème climatique de l'année dernière à Alexandrie pendant 2 jours, là, c'était pas évident. Comment arrêter les bus, comment ramener les filles chez elles dans une journée scolaire annulée juste 1 heure après son début à cause de la pluie qui a noyé Alexandrie. Voilà, donc entre le climat, entre le caractère, entre les conséquences de la Révolution, c'est pas la même chose.
Autrefois, nous, élèves, on était maîtrisés par la peur, parce qu'il y a évidemment la législation de l'école qu'on devait respecter, il y avait la punition. Est-ce qu'à nos jours, vous maîtrisez toujours, vous contrôlez les élèves par la peur? C'est raté si j'applique ce principe, parce que justement la constitution de la personnalité de l'individu actuellement n'est pas celui d'autrefois. Maintenant, les parents viennent nous demander de l'aide pour pouvoir maîtriser les élèves, leurs enfants. Ah, si vous pouvez faire ça à l'école, ça va être pour notre bien à la maison parce que nous, on n'y arrive pas. Donc, les élèves ouvertes qu'elles deviennent actuellement choisissent leurs habits, leurs vêtements à partir de l'âge de 3 ans. Donc, nous, dans la petite section, on a des élèves qui ont leur propre avis, qui discutent, qui veulent arriver jusqu'au bout de leur va-et-vient de point de vue. Donc, maîtriser ce genre de créature actuelle par la peur, ça pourrait réussir une situation, mais à la longue, ce n'est pas évident. Et puis, discutons le fait de réussir ça par la peur. C'est quoi l'objectif? C'est de réussir la situation? En fait, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est la constitution de la personnalité de l'élève qui, une fois loin de moi, va réussir la gestion de ces situations. Si c'est ça mon objectif, donc la peur occasionnelle et la réussite d'une situation qui me montrera autoritaire et vraiment forte, ce n'est pas mon objectif. Là-dessus, voir une élève revenir pour discuter et aller jusqu'au bout de une conviction, même si elle est opposée à la mienne je veux dire moi-même ou la direction de l'école ou les professeurs, bref les adultes à l'école, pour moi, ça chatouille ma fierté parce que là, on a pu aider l'élève à se forger sa propre personnalité et lui donner le courage de revenir discuter. Et puis, si l'élève ne discutera pas dans son deuxième chez moi, qui est l'école, ses propres avis dans la période des 14 ans de l'école. Où est-ce que cette pratique pourra se faire une fois sortie en dehors des murs de l'école? Là déjà, il y a le dépaysement une fois sorti, même si c'est dans une faculté et une filière francophone, il y a un dépaysement. Donc il vaut mieux le pratiquer, l'exercer et se fortifier ici comme on le fait à la maison avant de sortir. Donc vous venez de dire que pour vous c'est une fierté. Est-ce que vous acceptez de revenir sur votre décision au cas où une élève aurait un autre point de vue plus intéressant pour vous? Oui. Oui, bien sûr. Et il y a concertation des élèves, donc ça existe. Des fois, on leur demande, bon, ça vient de m'arriver dans ma classe, de dire à une élève comment tu veux être punie. Parce que il y a eu un week-end où tu n'as pas fait ton travail. Et maintenant, ce travail pas fait aujourd'hui montre une négligence de ta part et te met en retard par rapport à la classe. Donc je joue sur la conviction. Dis-moi toi, comment veux-tu être puni? Parce que tu ne vas pas t'en sortir sans payer les impôts quand même, parce que il y a quelque chose de moins par rapport au reste de la classe. Je lui ai posé la question une fois. Elle n'a pas répondu. La deuxième fois, elle m'a dit « je réfléchis ». La troisième fois, j'ai dit « si tu ne me réponds pas, c'est moi qui vais choisir la punition ». Et elle a répondu et elle m'a dit
je copie ce devoir 5 fois. Je lui dis non, 5 fois c'est beaucoup, tu le copies 2 fois. Une fois dans ton cahier pour avoir un cahier complet et une fois en dehors du cahier quand même pour avoir fait quelque chose en plus de la classe. Donc voilà, revenir sur une décision, ça peut se faire, ça pourrait se faire. Je préfère l'emploi du conditionnel parce que déjà la décision, elle est prise en concertation des adultes. Conseil de classe, responsable de cycle, conseil de direction, conseil de parents. Donc les décisions ne sont pas des décisions individuelles. Le fait de revenir sur une décision déjà prise avec ce monde-là, elle est vraiment très rare à avoir lieu, mais s'il s'agit de le faire parce que c'est plus convaincant et c'est plus logique, on ne dira jamais non. Parce que si je ne joue pas sur la logique avec les élèves, je rate une partie très importante. Madame Mona Magdalene, au niveau pédagogique, quelle est la différence que vous pouvez noter entre votre système et le système des écoles internationales? Le système égyptien, c'est un système qui opte pour le par cœur plus que les systèmes internationaux. C'est un système qui cherche sa force dans la richesse des programmes, et je souligne richesse parce que tellement riche, on risque de ne pas arriver jusqu'à la fin, on risque de ne pas aboutir. Et voilà les 2 points forts et faibles de notre système. L'élève en a marre du par cœur. L'élève veut s'exercer et c'est de là où vient la perte de nos élèves pendant le cursus scolaire pour des bacs anglais, américains ou français. Les élèves veulent s'investir dans quelque chose qu'elles produisent elles-mêmes de leurs propres mains, qu'elles découvrent et qu'elles s'approprient le savoir. Et en fait, ça fait partie de mon étude master actuelle, c'est les méthodes actives. Comment appliquer les méthodes actives dans nos classes. Et nous, alors, nous on jongle. Tout en gardant les programmes du ministère, parce qu'on doit les respecter. On doit respecter le contenu, la quantité, mais quand même, ça nous reste une marge de liberté là où on peut, nous, gérer les méthodes. Donc, pour attirer l'élève, pour amoindrir l'ennui pendant le cours, pour leur donner cette liberté de fabriquer elles-mêmes leur savoir et ensuite de se l'approprier, on applique, il y en a 100 au moins, 100 stratégies de méthodes actives. Chaque prof, au niveau de toutes les matières, se choisit la stratégie adéquate à sa leçon d'aujourd'hui pour l'appliquer au sein de la classe. Au niveau de la réflexion, au niveau du caractère et au niveau de l'observation et critique, est-ce que vous trouvez que vous formez ce même caractère, ces mêmes compétences chez les élèves, vous, dans votre système national, à comparer avec les élèves formés dans des systèmes internationaux? Bien sûr que non. La réponse doit être non, directe, tranchante, parce que pour un élève qui est dans son statut récepteur, qui est agent et pas acteur, il est passif. Donc il n'y a vraiment pas d'occasion et de chance
à affirmer sa présence. Et ça, c'est notre système, le système égyptien. Mais si on intègre dans les cours de diverses disciplines ces méthodes actives, on permet donc de leur faire forger un caractère un peu différent qui a une marge de liberté donc je reprends ce que vous venez de dire, esprit critique, et ça, on table vraiment sur l'esprit critique. Quand il y a un travail de groupe au sein de la classe, il y a le représentant du groupe qui parle devant toute la classe et qui soit déclame les résultats trouvés par son groupe, soit répond aux questions, soit commence un avis. Et le reste de la classe, dans ce cas-là, qui sont les autres groupes, ne sont pas passives. Elles reçoivent et avant de passer au groupe suivant, elles disent leur avis sur le travail des camarades de classe. Donc là, on commence à casser un peu cette honte de vexer l'autre. Parce que si on choisit la méthode, si on choisit le contenu, donc verbal et non verbal dans ce que je vais dire, ma camarade de classe accueillera bel et bien ce que je dis, même si c'est dans un sens opposé à ce qu'elle vient de dire. Et ainsi de suite, ça avance. Lentement, mais ça avance. Comme ça, peut-être, on essaye de jongler, comme je viens de le dire, entre un système basé sur le par cœur et la passivité et un système international qui est basé sur l'élève. Donc, tout en gardant le programme, on essaye de respecter l'être humain, l'élève qui devient donc acteur et pas récepteur, spectateur ou agent. Madame Mona Magdaleni, vous êtes enseignante, vous êtes proviseure, vous avez des activités culturelles et théâtrales, vous êtes aussi ministre au sein du gouvernement des femmes, le gouvernement parallèle des femmes. On a encore beaucoup à découvrir dans votre monde, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci. Donc c'était Madame Mona Magdaleni, enseignante et proviseure aussi, et enseignante avant d'être proviseure. Elle a aussi beaucoup d'activités théâtrales au sein étant donné qu'elle est présidente de la commission chargée de la tenue du Festival international de théâtre parmi les écoles religieuses d'Alexandrie et de Beheira. Elle a aussi des activités pédagogiques et culturelles et elle est ministre au sein du nouveau gouvernement des femmes, le gouvernement parallèle récemment formé. On a encore beaucoup à découvrir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.